Salut à tous, c'est Étienne et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous du SMMA. Dans ce format plus ou moins régulier, je documente la croissance de notre agence Rhodes, dont je suis le refondateur et CEO. Qu'est-ce que c'est Rhodes? Eh bien c'est une agence de publicité spécialisée dans le e-commerce. Et au moment où je tourne cette vidéo, on est un petit peu moins de 30 personnes dans l'équipe en 100% télétravail. L'objectif de cette série, c'est de vous partager les coulisses de notre vie d'agence et de notre développement, et bien évidemment de vous partager les erreurs, les succès, les moments de doute, les réflexions, etc. Bref, tout ce qui peut être utile à d'autres fondateurs d'agence ou entrepreneurs, et l'objectif c'est d'être le plus transparent possible. Vous avez peut-être remarqué que j'ai changé un petit peu de fréquence. Habituellement, je fais ces vidéos une fois par mois, mais ça me prenait beaucoup de temps et surtout, j'avais pas forcément énormément de choses à dire, donc je suis passé sur un modèle trimestriel. Comme ça, je peux vous faire vraiment un bilan des 3 mois écoulés et surtout, entre chaque épisode, eh bien, il s'est passé pas mal de choses. Aujourd'hui, le programme est assez chargé puisque j'aimerais vous parler de plusieurs sujets. Premièrement, la structuration de notre équipe Sales et les résultats qu'on a obtenus sur ce premier trimestre. Deuxièmement, j'aimerais vous parler de l'évolution de mon rôle de CEO et particulièrement depuis que je suis rentré à Paris. Troisièmement, je vais vous parler de la grosse accélération de Creads, qui est notre studio créatif et qui approche les 1 million d'euros par an. Je vais également faire un petit volet sur le work-life balance, qui est un sujet très important. Et enfin, je terminerai comme d'habitude avec un bilan du trimestre écoulé, dans lequel je vous détaillerai les chiffres et tous nos apprentissages. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite déjà à regarder l'historique des précédents épisodes si tu veux savoir un petit peu toutes les étapes par lesquelles on est passé, mais surtout à t'abonner à cette chaîne et à mettre un petit like sur cette vidéo. Ça me permet de savoir que je fais du contenu qui te plaît, et surtout ça te permettra d'être au courant des prochaines vidéos quand elles sortent. Allez, c'est parti pour le 16e épisode du rendez-vous du SMMA. Le premier sujet dont j'aimerais vous parler, c'est la structuration de notre équipe Sales. En fait, il y a 9 mois, on a fait un choix qui était un petit peu risqué, c'est de faire monter quelqu'un de l'équipe Performance Manager en Sales. Cette personne, en l'occurrence, s'appelle Quentin, et à l'époque, elle était donc Performance Manager, mais elle avait toujours démontré un certain attrait pour les Sales. Donc ça matchait assez bien parce que Quentin, il a plutôt un bon relationnel, mais il partait de zéro sur la partie Sales. On a réfléchi longuement, on s'est dit, est-ce qu'on prend quelqu'un en externe, quelqu'un en interne, est-ce que ça va pas être trop long de coacher, etc. Finalement, on a fait le choix de lui faire confiance, et on l'a pris à l'essai. En fait, il y avait quelque chose qu'on avait sous-estimé, c'est que comme Quentin, il vient du métier de Performance Manager, bah, il a un bagage technique. Et ça, en avant-vente, les clients ils adorent parce que la dernière chose que tu as envie de faire quand tu parles de quelque chose qui est technique, c'est d'avoir un commercial en face de toi qui comprend rien. Donc finalement, après coup, je me dis que c'est pas si mal d'avoir pris quelqu'un en technique qui peut monter en compétence sur les sales et que c'est surtout plus simple que l'inverse. Parce que former quelqu'un qui a des compétences sales au métier de performance manager, je pense que c'est beaucoup plus long que l'inverse. Donc bref, Quentin a rejoint l'équipe sales. Au début, c'est moi qui faisais tout, donc je l'ai transitionné au début les appels de découverte, puis les propositions commerciales petit à petit. On a fait aussi également intervenir un coaching extérieur et de fil en aiguille, il a commencé à prendre de plus en plus d'espace. Ce qui est assez cool, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, plus il prenait confiance dans son job, plus il commençait à proposer des initiatives. Par exemple, il nous a aidé beaucoup à structurer le pôle, notamment avec la mise en place de Pipedrive, qu'on avait déjà initié, mais sur lequel il est revenu. La mise en place de templates, la mise en place de modes de fonctionnement aussi sur nos process sales. Bref, il est arrivé avec un œil nouveau, un œil extérieur et en plus avec du coaching qui lui a permis de faire beaucoup de bien à notre pôle. Pendant longtemps, il a aussi essayé de nous convaincre de dédier une personne full-time sur les sales côté performance manager. Et nous, on était assez réticents à ça. Pourquoi? Parce que on pensait pas que c'était utile. On pensait que globalement, c'était mieux de faire de la rotation entre les différents performance managers pour que les clients en avant-vente puissent voir les personnes avec qui potentiellement ils allaient bosser. Sauf que tout le monde n'est pas sales, tout le monde n'a pas forcément l'habitude de faire de la vente et c'est deux métiers très différents. Et donc même si t'es très bon techniquement, ça veut pas dire que t'es bon en sales. Et l'inverse c'est vrai. Et donc on s'est rendu compte que en fait, en fonction des performance managers qu'on mettait en avant-vente, on avait des résultats qui n'étaient pas forcément toujours les mêmes. Et en plus de ça, performance manager, leur rôle c'est de gérer des comptes, donc ils ont d'autres chats à fouetter que de faire des sales. Donc in fine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté quelqu'un qui à la base était censé venir en tant que performance manager, mais qui a démontré de très bonnes capacités analytiques, financières, commerciales et globalement qui présente assez bien et qui est complet, donc Meta, Google et plus largement tout ce que notre métier demande, donc la créa, le e-commerce, etc. Donc cette personne petit à petit elle est passée de 20% à 50% à 60% de son temps sur les appels d'offres. Et in fine, le duo qui s'est créé à l'initiative de Quentin, c'est un duo entre Quentin et cette personne-là. Donc c'est un duo entre sales et performance manager dédié aux sales, donc quasiment dédié parce qu'aujourd'hui il a encore des comptes sous gestion. Et ça, il s'avère que ça marche plutôt bien. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, mais globalement les résultats sont bons et en plus de ça, il y a de l'apprentissage, il y a de l'itération et au fur et à mesure, on s'améliore. Donc au global, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait confiance à Quentin et on a eu raison de le faire parce que quand je regarde les chiffres sur Q1, les résultats sont très très bons en termes de taux de closing. On est bien meilleur qu'avant. J'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'on est au-dessus des 50% et je pense qu'on doit se rapprocher des 60-65, peut-être même 70%. Notre panier moyen il est en hausse, donc ça veut dire qu'on signe et qu'on arrive à signer des clients qui sont plus gros qu'auparavant. Et notre durée d'engagement moyenne, elle aussi elle est en hausse. C'est-à-dire que nos clients, on les signe sur plus longtemps, typiquement 6 mois, 12 mois, voilà. Et en fait, le plus beau dans tout ça, c'est que moi j'ai délégué 90, si ce n'est 95% des sales, et donc je ne suis que sollicité très ponctuellement sur la vente. Par exemple, de temps en temps, il faut que je rencontre le CEO d'une marque parce que ça joue dans le process de prise de décision. De temps en temps, il faut quand même que je vienne en avant-vente parce que c'est important aussi que je puisse donner ma caution un peu stratégique. De temps en temps, moi je vais à un événement et donc je vais rencontrer la personne avec qui on est en échange et j'interviens de cette manière-là. Mais globalement, sur l'opérationnel et la production pure et dure, je n'interviens plus et pour autant, les stats sont toujours aussi bonnes, si ce n'est même meilleures. Et en fait, j'ai un peu réfléchi à ça et
En allant plus loin, moi ce que je pense, et ce dont je suis même persuadé, c'est que si je continuais à avoir le nez dans les sales, eh ben je serais un frein pour la croissance de Rhodes. Je ralentirais globalement le développement de la boîte. Pourquoi? Je vois 3 raisons. La première, c'est que c'est ma boîte. Donc vu que c'est ma boîte, je suis pas forcément toujours rationnel par rapport à mes prises de décision, donc on peut m'avoir sur de l'émotionnel. Tandis que un sales, lui, il est sales, donc il est pragmatique, il doit faire de la vente. Il y a beaucoup moins d'émotions que moi, donc c'est exactement ce qu'il faut pour ce type de job. Le deuxième point, c'est que je suis vraiment sur 1000 sujets en même temps, donc j'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai surtout pas assez de temps pour suivre et améliorer les process. Donc globalement, un sales qui est dédié à ça, il aura toujours plus de temps que moi, et donc forcément, il pourra aussi améliorer la manière dont il fonctionne. Moi, quand je vois une incohérence dans une presse, je me dis ah c'est cool, j'y reviendrai après, mais je prends pas forcément le temps de le faire. Et enfin, troisièmement, c'est parce que je n'ai tout simplement pas fait assez de ventes ces 9 derniers mois pour affiner ma compétence commerciale. Et je l'ai vu parce que pendant 2 semaines, Quentin est parti en congé, donc j'ai repris les sales. En fait, je me suis trouvé nul. Mais c'est pas parce que je sais pas faire des sales, c'est juste parce que je le fais pas au quotidien. Et c'est comme si vous arrêtez de courir pendant 9 mois, et quand vous reprenez la course, c'est plus dur qu'avant. Alors que si vous courez tous les jours depuis 9 mois, forcément, vous serez meilleur que celui qui a arrêté. Bref, conclusion, c'est une très bonne décision qu'on a prise et je remercie Quentin ainsi que toute l'équipe sales pour le travail qu'ils fournissent. Les résultats sont là, moi je gagne du temps. Mais mon learning, c'est qu'il faut savoir déléguer, il faut pas avoir peur de déléguer et surtout de déléguer des fonctions vitales, en l'occurrence comme les sales. Les prochaines étapes, c'est recruter une nouvelle personne, voire 2 cette année pour compléter le pôle sales, mais toujours en support parce qu'on cherche pas à faire du volume, on cherche à faire de la qualité avant tout. Le deuxième sujet dont je voulais parler aujourd'hui, c'est l'évolution de mon rôle de CEO. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, mon rôle de CEO, c'était un peu tout et n'importe quoi. J'étais vraiment au four et au moulin tous les jours et je pouvais faire aussi bien de la finance que de l'administratif, que des sales, que du marketing, que de la création de contenu, bref. Et en fait, petit à petit, j'ai recruté des gens, donc je me suis entouré d'un sales, d'une RH, d'un responsable administratif et financier, de quelqu'un pour m'aider sur le content, de Jordan et Nielsen pour piloter respectivement les BU, performance et créa. Et donc au final, moi mon emploi du temps il s'est vidé. Et donc moi aujourd'hui, je fous plus rien et je bois des cocktails toute la journée. Non, je déconne, j'aimerais bien, mais j'en suis pas encore là. Mais mon rôle il a beaucoup changé et particulièrement depuis que je suis rentré à Paris. Il y a un premier rôle sur lequel je passe plus de temps qu'avant, c'est un rôle que j'appelle de représentation. En fait, je me rends compte qu'il y a de plus en plus d'événements qui requièrent ma présence physique. Par exemple, j'ai co-organisé un événement début du quarter avec Email Club, Wax, Big Blue et d'autres partenaires. Et en l'occurrence, c'était un événement avec plusieurs e-commerçants où seul moi pouvais être pour représenter Rhodes. Je suis aussi de plus en plus invité à prendre la parole sur mon expérience d'entrepreneur. Et donc, par exemple, je suis intervenu dans un événement Le Charbon, donc animé par Clément Vanier, parler de mon expérience d'agence. J'ai été aussi invité dans un podcast, celui de Rémi Lauer, notamment qui est coach des freelances avec son programme Hyper Freelance. Et moi aussi, en tant que hôte de podcast, j'ai enregistré 4, 5, je crois que 6 épisodes sur le trimestre en présentiel dans des studios de tournage à Paris. À côté de ça, j'ai assisté à des événements, donc chez Meta, j'en ai fait 1 ou 2, chez TikTok, j'en ai fait 1, je fais des déjeuners avec des personnes de l'écosystème, avec des clients de plus en plus, j'en ai quasiment 1 par semaine. Et en fait, tout ça fait que j'ai besoin d'avoir une présence physique. Et je me suis posé la question de est-ce que c'est parce que je suis à Paris que les gens veulent plus me voir, ou est-ce que c'est juste que ça coïncide simplement avec le stade de développement de ma boîte et que donc ça fait partie de mon job. Honnêtement, je saurais pas dire, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça prend de plus en plus d'espace et que c'est important que je joue ce rôle-là parce que ça contribue au rayonnement de l'agence. Je me rends compte d'ailleurs que ça a débloqué pas mal de situations commerciales, de rencontrer des marques que j'avais pas forcément vues en présentiel, le fait d'échanger à leurs fondateurs en réel, et derrière, forcément, c'est plus simple de connecter. Donc le remote c'est bien, mais le présentiel évidemment pour faire du business, ça reste très efficace. Bon, j'ai enlevé mon pull parce que j'étais en train de mourir de chaud, ça va mieux, je peux reprendre la vidéo. Le deuxième rôle qui est de plus en plus présent dans mon quotidien, c'est le rôle de structuration. En fait, l'idée c'est que jusqu'à maintenant, je devais plus faire les choses que faire les choses, et ça a pas mal changé. Et moi, il y a plein de trucs sur lesquels je passe du temps aujourd'hui. Par exemple, les derniers trucs sur lesquels je passe beaucoup de temps, c'est la refonte de notre process de management, avec des performance reviews trimestrielles et des plans carrière annuels par exemple. Et ce que je dois faire en gros, c'est apprendre aux managers à délivrer ces performance reviews comme si ça avait été moi qui les délivrais, ou Jordan ou Nielsen. Et ça a l'air simple, mais ça prend beaucoup de temps. Je passe aussi beaucoup de temps sur tout ce qui touche à la culture d'entreprise, à l'alignement entre les équipes, parce que vu qu'on a plusieurs business units, on en a 2 en l'occurrence, il faut qu'elles se parlent, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information, et donc j'ai une grosse partie de mon taf qui touche à la communication aussi. Enfin, un troisième rôle qui est de plus en plus important, c'est ce que j'appelle le rôle de pilotage. Comme je disais tout à l'heure, il faut que j'apprenne aux gens à faire, mais il faut que je puisse suivre également tout ce qui se fait. Donc moi, c'est impossible de parler à 30 personnes dans l'équipe, qu'en fait, il faut que je mette en place des systèmes pour que je sois au courant de ce qui se passe et que je puisse donner mon input à droite et à gauche. Donc ce que je fais de plus en plus, c'est que j'essaye d'autonomiser les équipes pour qu'elles soient indépendantes et qu'elles aient pas forcément besoin de moi pour avancer. Et pour chaque responsable de pôle, je leur ai demandé de faire une roadmap. Donc en gros, ils font une roadmap à l'année, puis trimestrielle, et on a des meetings donc quarterly tous les trimestres, monthly et weekly, c'est tout nouveau. Et l'idée c'est que pendant le quarterly, on voit où est-ce qu'on en est sur la roadmap, qu'est-ce qu'on prévoit pour les 3 mois à venir, et ensuite on fait le point tous les mois et toutes les semaines sur le reste des sujets opérationnels pour savoir comment on avance. Et donc plutôt que ce soit moi qui définisse la stratégie, en fait je demande à l'équipe et donc chaque responsable de pôle de définir la stratégie, ils nous la présentent, on la valide et ensuite c'est à eux de la dérouler avec le reste de l'équipe. De cette manière, en gros moi je suis beaucoup moins bottleneck et donc je peux me concentrer sur d'autres sujets pendant que la boîte continue à avancer. Ce qui est super important là-dedans, c'est qu'en fait les gens ont différents niveaux d'autonomie, donc il y en a qui ont besoin d'un peu plus de coaching que d'autres, il y en a qui ont besoin de plus de suivi. Donc j'adapte en fonction de la personne et aussi de sa seniorité évidemment. Un CDI qui a 5 ans d'expérience n'aura pas forcément la même autonomie qu'un CDI qui vient de démarrer sa carrière, mais globalement je les incite énormément à être owner de leur propre roadmap, à prendre la parole régulièrement auprès des équipes
équipe et moi je suis là en support s'ils ont besoin de moi pour valider, mais tout ne repose pas sur moi. Et enfin un dernier rôle qui occupe de plus en plus mon temps, c'est tout ce qui touche à la stratégie. C'est assez perturbant parce que historiquement j'avais des agendas qui étaient blindés de calls et donc je me retrouvais sur des journées où j'avais 8, 10, 12, parfois 14 calls qui s'enchaînaient, donc en fait j'avais l'impression d'être très productif parce que j'avais plein de choses. J'avais une to-do qui était longue et en gros du coup l'objectif c'était de faire le plus de choses possible. Sauf que ça aujourd'hui ça a bien changé parce que moi je suis plus en direct avec les clients, je suis plus en direct avec les prospects, je suis plus en direct avec les équipes sauf celles que je manage, et donc à part le lundi ou le mardi où j'ai pas mal de meetings, le reste de la semaine en fait j'ai des plages horaires qui sont plutôt libres. Le matin souvent déjà j'ai pas de meeting et l'après-midi par exemple j'ai du temps pour écrire, j'ai du temps pour tourner, du temps pour faire ce que je fais actuellement, et dans ce temps-là eh bien c'est une forme de travail qui est un petit peu différente, c'est un travail qui est un petit peu plus latent et je dois mettre en place des actions à levier qui vont permettre à la boîte de se développer, et ça c'est assez perturbant parce qu'il y a rien qui te dit il faut que tu le fasses ou pas. T'as un call, bon bah faut que tu sois là à 14h au call, il finit à 4h30, faut faire le follow-up, ensuite faut relancer, il y a un process. Alors que là c'est toi qui dois arriver avec des idées en disant bon bah qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la boîte, ok comment je m'y prends, et donc vraiment passer des heures à réfléchir à la prochaine action qui va faire que la boîte se développe. Et ça c'est une partie qui est très importante dans mon job, qui est un petit peu différente de ce que je faisais avant, donc j'aime beaucoup aussi, mais il faut toujours garder un peu ce bon rapport entre les actions long terme et globalement ce que les gens attendent sur le court terme. Donc la bonne nouvelle c'est que je suis beaucoup moins dans le réactif et l'opérationnel qu'avant, et par contre mes décisions ont beaucoup plus de poids. À l'époque je pouvais juste dire voilà je vais lancer un nouveau truc et donc on va voir ce que ça va donner, ça n'impliquait que moi ou quelques personnes, on pouvait très vite s'adapter. Aujourd'hui si je mets toute la boîte et toutes les ressources dans une direction que c'est pas la bonne, les conséquences sont beaucoup plus lourdes. Donc évidemment ça va de pair avec les prises de décision qui demandent plus de réflexion. Et ce qui est intéressant du coup dans ce nouveau rôle, c'est que bon déjà il évolue tous les 3 mois j'ai un rôle qui est complètement différent de celui d'avant, que je découvre un nouveau métier, mais surtout qu'il y a une problématique qui vient avec, c'est que je suis de moins en moins exposé au métier. Et ça c'est vraiment problématique. Pourquoi? Parce que historiquement on a construit notre réputation sur le fait que je postais du contenu technique. Donc ça nous a apporté des leads, ça a apporté de la crédibilité à l'agence, ça a permis d'attirer des profils qui matchaient avec ma vision des ads et donc in fine de construire une culture d'entreprise qui est assez homogène en tout cas sur le service qu'on veut délivrer. Et aujourd'hui vu que je suis de moins en moins exposé à ces problématiques là, j'ai moins en moins d'idées de contenu que je peux poster. Donc mon contenu il évolue progressivement, même si je me nourris énormément de ce que font les équipes et j'adore regarder les comptes et checker les dashboards de nos clients, et en fait je suis de moins en moins de matière, et donc mon contenu il évolue de plus en plus vers d'autres types de contenus, plutôt des réflexions sur le marché, des insights, du récit entrepreneurial, etc. Sauf que plus je vais aller dans cette direction, plus je vais réduire le contenu technique, et donc moins on va générer de leads à travers cet axe-là. Et donc tout l'enjeu sur lequel on est en train de poser, c'est comment on fait pour me remplacer sur ce type de contenu, pour ne pas se retrouver à court de leads juste parce que j'ai décidé de parler d'autres sujets sur LinkedIn. Donc il y a plusieurs pistes. Une, c'est de faire prendre la parole aux équipes sur LinkedIn, donc c'est ce qu'elles font déjà pour certaines. C'est potentiellement mettre en place des actions qui font de l'acquisition sans que ça passe par moi, donc typiquement du SEO, etc. Et c'est aussi d'investir sur d'autres types de formats comme le podcast, sur lesquels j'invite et je reçois des personnes externes, mais aussi je fais monter sur des épisodes des personnes internes pour qu'elles partagent leurs connaissances. J'ai déjà fait venir sur le podcast Benjamin de chez nous, qui est un performance manager, Mélissa, performance manager également, plus récemment Edouard, qui nous a parlé notamment de Google, et j'ai aussi fait un épisode avec Nielsen, qui est Head of Creative et mon associé, pour parler de Creative Strategy. Et donc ça contribue à ce que ce soit l'équipe qui soit mise au premier rang, pas forcément moi, et in fine que si elle découvre l'agence, c'est pas que à travers mon contenu. Le troisième sujet dont je voulais vous parler, c'est l'ascension de Creads. Donc ces derniers temps, il s'est passé un truc assez ouf, c'est que Creads a décollé. En fait, pendant un an, notre studio, il a stagné en dessous des 20 000 euros par mois, il est monté à 20, 25 000, mais vraiment on avait du mal à craquer ce truc. Et en 2024, donc je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais à peu près à fin Q1, on a commencé vraiment à craquer quelque chose, et donc le chiffre d'affaires a commencé à augmenter. En mars, on a fait un peu plus de 75 000 euros de chiffre d'affaires, je donnerai les détails tout à l'heure, donc quasiment x4 par rapport à là où on était bloqué. Et donc j'ai essayé de me pencher sur les raisons qui expliquent ce succès. Donc bien évidemment, la première c'est que Nielsen a commencé à créer du contenu, et vu qu'il fait ça très bien avec des vidéos, forcément ça apporte des leads, mais il n'y a pas que ça, et pour moi j'identifie 6 choses qui ont changé par rapport à avant et qui font que Creads se développe. Donc je vais vous les faire dans l'ordre. La première c'est nos prix. Moi je suis persuadé que pour faire de la qualité, il faut augmenter ses prix. Et en fait, au début, avec Creads, on facturait 750 euros par mois, c'était les tout premiers prix en janvier 2023, et aujourd'hui, nos prix d'entrée, ils sont plutôt autour de 4000, voire 4500, voire 5000 euros par mois. Donc c'est cher, oui, mais la qualité c'est un prix, et nous ça nous permet d'avoir beaucoup plus de latitude sur déjà le volume de concepts qu'on va faire, et la typologie de concepts qu'on va tourner. Typiquement, dans ce type de frais, on peut inclure des tournages un peu plus premium, des comédiens un peu plus premium, on peut aussi nous recruter des personnes qui nous permettent d'avoir des compétences qui sont plus développées, et l'avantage du prix, c'est que c'est aussi un énorme filtre, c'est-à-dire que tu attires des clients qui ont les moyens. Les clients qui ont les moyens, ils sont stables financièrement, ils vont rester plus longtemps, ils comprennent la valeur de ce que tu proposes, et donc c'est un cercle vertueux paradoxalement. Plus tu factures cher, plus tu as de chances de te développer. La deuxième chose qui a évolué et qu'on n'avait pas avant, c'est notre équipe.
Aujourd'hui, il y a 10 personnes chez Creads et l'équipe en fait elle a deux grands pôles. Il y a les pôles Creative Strategy, donc avec des creative stratégistes qui sont exclusivement dédiés à la conception, à l'idéation, à l'analyse de créa, donc c'est pas des personnes et des postes qui vont produire. Et à côté on a l'équipe de prod, dans lequel on a la branche vidéo, donc montage, motion, cadreur, etc. et la branche graphisme, dans laquelle on a tout ce qui touche au motion 2D et à l'illustration, au graphisme, etc. Et en fait ce qui est bien c'est que du coup on a internalisé toute la chaîne de production et surtout on a recruté des personnes qui sont très solides. On a notamment deux chefs de pôle qui sont respectivement Mathieu et Anaël, donc sur la partie montage et graphisme, et qui apportent une caution assez senior et qui permettent aux autres personnes dans l'équipe de monter en compétences. Et donc on le voit dans la qualité de ce qu'on produit et qu'on sort des choses qu'on n'aurait pas du tout été capable de produire il y a un an. Et ça du coup ça nous place à un autre niveau et on n'est plus juste l'agence qui sait faire du GC comme 90% du marché. On est vraiment une agence créative qui est capable de produire beaucoup de contenu et de qualité. La troisième chose qui a changé, c'est la maturité de marché. En fait quand on a lancé Rhodes, donc il y a 2 ans et 3 mois, le marché n'était pas aussi mature qu'aujourd'hui, notamment sur la créa. Il y a plein de marques qui pensaient pas que la créa c'était si important que ça et que ça pouvait être fait un peu rapidement par quelqu'un en interne, un stagiaire, et que ça suffirait. Et en fait entre temps on a fait beaucoup d'éducation, donc nous mais plus largement le marché. Les plateformes elles ont continué à évoluer et donc les marques se sont rendues compte que en fait la créa c'était important, c'est même fondamental et c'est le levier de croissance numéro 1. Et ça mine de rien ça fait toute la différence parce que le pool de marques qui sont prêtes à investir dans la créa, il est beaucoup plus grand qu'avant. Donc déjà notre marché il est plus grand qu'avant. Sauf que sur ce marché il n'y a pas beaucoup d'offres puisque même les agences ne l'ont pas toutes compris et les offres qui existent il n'y en a pas qui sont extrêmement complètes. Nous j'ai pas la prétention de dire qu'on est les meilleurs sur le marché, par contre je sais que notre offre elle est complète et qu'elle plaît à nos clients. Donc si la demande augmente et qu'il y a peu d'offres, nous mécaniquement on est bien placé pour la capter, ce qui explique que Creads se développe. La quatrième raison c'est notre offre. En fait pendant un an en 2023 on s'est beaucoup épuisé à vendre de la créa en one shot. On vendait quelque chose, on finissait, on passait au projet d'après. Et du coup le problème c'est que on faisait des ventes tous les mois, mais du coup le mois d'après il fallait refournir un effort commercial pour faire du chiffre d'affaires et du coup pour faire de la croissance c'était très compliqué. Donc début 2024 ce qu'on a fait c'est qu'on a basculé toutes nos offres sur l'abonnement. C'était un pari risqué. Moi au départ j'avoue que j'étais pas forcément pour parce que je pensais plutôt qu'il fallait juste facturer des gros tournages très chers, mais par la force des choses on a testé, on a itéré et ça nous a pris beaucoup de temps, mais on a fini par trouver notre product market fit. Donc aujourd'hui 90% de notre chiffre d'affaires sur le studio créatif et de l'abonnement, et ce qui est plutôt encourageant c'est que nos clients sont satisfaits, restent voire reviennent pour ceux qui partent, donc ça veut dire que ce format là fonctionne. Cinquièmement, et je pense que ça a beaucoup joué et beaucoup pesé dans la balance, c'est notre positionnement. À l'époque en fait Creads n'existait pas en tant que marque, c'était le studio créatif de Rhodes, sauf que ce dont on s'est rendu compte c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde en fait qui veut bosser avec le studio créa d'une agence média. Par contre il y a beaucoup de gens qui veulent bosser avec une agence créative. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un rebranding total en septembre 2024, septembre-octobre 2024, et on a splitté Rhodes de Creads. Donc Creads a sa propre identité, sa propre équipe, son propre nom de marque, et Rhodes du coup reste l'entité globale qui est composée également des business units performance. Et en fait ça a eu un impact très fort parce que du coup les gens nous découvraient aussi à travers Creads, et donc il y a tout un nouveau canal d'acquisition qui s'est ouvert qui n'existait pas avant. Avant c'était Rhodes qui rebalance des leads à Creads, là c'est Creads tout seul qui va chercher des clients comme une agence indépendante. En termes de positionnement ça nous a aussi permis de nous premiumiser, et ça du coup ça se traduit par des recrutements de personnes qui ont beaucoup de bagages, comme par exemple Mathieu qui nous a rejoint avec plus de 10 ans d'expérience dans le cinéma et bossé chez TF1, chez M6 et managé des grosses équipes de tournage, mais aussi dans les intervenants pour tout ce qui est tournage. On travaille pas que avec des créateurs de gestion, on travaille avec des mannequins, avec des comédiens, et bien évidemment dans le matériel qu'on utilise, on utilise du matos de professionnels dans des lieux d'exception. Donc forcément le rendu, si on a en plus la creative stratégie et la maîtrise des réseaux sociaux, ne peut être que qualitatif. Et enfin le sixième et dernier point, c'est la réputation. Et ça je pense que c'est le point le plus frustrant mais le plus important. En fait c'est que le métier d'agent c'est un métier de confiance, et la confiance ça ne se bâtit qu'avec le temps. Et donc t'as beau faire ce que tu veux, t'as beau communiquer sur ce que tu veux, tant que t'as pas eu un premier client, puis un deuxième client satisfait, puis un troisième qui parle de toi, sur lequel tu peux construire un case study, qui ensuite en reparle à quelqu'un d'autre, etc., et ben tu n'existes pas en tant qu'agence, donc tu dois faire tes preuves. Et en fait le plus dur c'est de passer cette barrière des 2 ans, parce qu'au bout de 2 ans ça y est t'as commencé à faire tes preuves, tu vois très bien si l'agence s'est développée ou pas, t'as un peu de retour du marché parce que c'est finalement un écosystème qui est pas très grand, c'est un petit monde, et donc là ta réputation si elle est bonne c'est un peu un accélérateur. Et aujourd'hui ce qu'on observe c'est qu'on a plutôt bonne réputation, que ce soit sur Rhodes ou sur Creads, et ça c'est vraiment un vecteur de vente positif parce qu'on a beaucoup moins de mal à convaincre des marques à bosser avec nous. Avant il fallait vraiment se battre, aujourd'hui il faut toujours se battre et il faut toujours délivrer la prestation de qualité. Par contre c'est plus simple parce qu'elles disent oui je vous connais, j'ai entendu parler de vous, ou en tout cas on a des références sur lesquelles on peut s'appuyer pour montrer qu'on n'est pas des mecs qui débarquent. Et donc moi mon observation sur la partie réputation c'est qu'il n'y a pas de hack, il faut juste attendre, il faut être patient et laisser le temps faire les choses. Voilà ce qui à mon sens fait que Creads s'est développé. Il n'y a pas un seul ingrédient, c'est un mélange de plusieurs ingrédients et de décisions qui ont finalement conduit à ça. Et donc on est très content de l'évolution que ça prend. Maintenant on est en phase de recrutement et de scaling, donc on va voir jusqu'à où on peut pousser le bébé, et on fait pareil évidemment du côté BU Performance. Quatrième sujet dont je voulais vous parler, le work-life balance. Alors celui-là il est difficile, c'est un peu le point noir de ce bilan, c'est qu'on n'a pas encore réussi à craquer ça. Le work-life balance, donc c'est l'équilibre vie pro-perso, globalement ça fait écho à une seule
seule chose, c'est la charge de travail. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers mois, on s'est développé assez rapidement, même très rapidement, et là où on n'a pas été bon, c'est sur l'anticipation des recrutements. Le problème, c'est qu'en fait, un recrutement, ça prend du temps. Il y a déjà le process de recrutement lui-même, qui peut prendre 1 à 2 mois en fonction de à quel point il est long. Chez nous, il est particulièrement long. Il y a le fait que les personnes sont potentiellement en préavis, et donc les bons profils, ils sont souvent en poste. Donc le préavis, c'est souvent 3 mois. Et après, il y a la période de ramp-up. Donc c'est le temps que la personne prend pour être opérationnelle et gérer des comptes. Donc tout ça mis bout à bout, le worst case scénario, entre le moment où tu as un besoin et le moment où la personne, elle peut gérer son premier client, il peut s'écouler 6 mois. Sauf que 6 mois, c'est long, et c'est long pour les équipes qui sont en place. Il y a ça, plus le fait qu'en plus, c'est difficile de trouver des bons talents, surtout sur nos métiers parce que c'est très pointu. Performance manager, spécialisé dans l'e-com et creative stratégie, ça court pas les rues. Il y en a des gens qui savent faire un peu touche à tout, il y en a plein, mais des gens qui sont très très bons, il y en a peu. Et donc même si on a lancé les process en amont, et la croissance elle est plus rapidement que le staffing. Donc résultat, les équipes qui sont en place ont dû forcément prendre un peu plus de charge sur leurs épaules. Et même si on a essayé de limiter la casse au maximum en les déchargeant, en prenant des projets nous-mêmes, en décalant des onboarding de clients, il y a un moment c'est impossible de faire du miracle. En fait, ce qui est assez frustrant dans cette situation, c'est qu'on connaît la solution, c'est de recruter des personnes, sauf que là c'est déjà trop tard. Et donc très souvent, on comprend ce sujet très à cœur, on fait régulièrement des points avec les équipes, on met en place plein de petites actions, etc. Mais en fait, encore une fois, on se sent impuissant parce qu'on sait qu'on a beau mettre en place un maximum de petits pansements à droite à gauche, tant qu'il n'y aura pas de ressources supplémentaires qui sont en interne, eh bien le problème ne sera pas résolu. Je sais pas si on peut qualifier ça d'échec, mais en tout cas c'est un sujet sur lequel je suis pas particulièrement satisfait de notre gestion parce que les équipes, moi j'ai envie de les soulager, sauf que j'ai rien pour les soulager à court terme, envisager toutes les options, les freelances, ce genre de choses, mais globalement il n'y a rien qui soit vraiment aussi efficace que juste de recruter quelqu'un en plus. Et donc même si je leur dis oui on vous entend, elles ce qu'elles voient au quotidien c'est qu'il n'y a pas grand chose qui bouge. Donc résultat, on a une petite baisse de morale pendant un moment. Heureusement l'équipe est très soudée et elle sait qu'on travaille activement à ce sujet. On a décidé notamment de mettre en place par exemple des recrutements en fil rouge dès maintenant, donc on va pas juste recruter sur besoin, on recrute tout au long de l'année et comme ça on peut anticiper le fait qu'on continue à faire de la croissance. Mais c'est quand même sur Q1 un sujet que à mon sens on n'a pas extrêmement bien géré. Et en fait il y a quelque chose qui est assez intéressant en remote et que je n'avais pas anticipé, c'est que l'information elle circule pas aussi bien que ce que je pensais. Moi je pensais que naïvement, vu qu'on est une culture de transparence, de bienveillance, etc., s'il y avait quelque chose qui allait pas, les personnes allaient me le remonter. En tout cas, le remonter à leur manager qui allait me le remonter. Et ça, c'est pas exactement le cas, ou en tout cas, quand ça allait pas de la manière dont je le pensais. Et pourquoi? Parce que déjà, en fait, il y a plein de signaux qui passent pas, qui passeraient au bureau. Typiquement, si quelqu'un commence tôt, finit tard, prend pas de pause déj le midi et est stressé, tu vois très vite qu'elle est sous l'eau. Hop, tu peux faire un point, dire ok, qu'est-ce qu'il y a, on va t'aménager ton emploi du temps. Ça, c'est pas possible en remote parce qu'en fait, tu vois pas les gens. Donc du coup, tu sais pas si la personne finit tard, tu sais pas si elle a le rotule, tu sais pas si, etc., etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que en fait, tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de communiquer et de se plaindre. Il y a personne en fait a envie d'être la personne qui se plaint. Surtout dans une boîte où on est plutôt dans une culture d'excellence, où on a envie de faire les choses bien, etc., etc. Donc quand on a compris ça, on s'est dit qu'en fait on n'allait pas changer ça, et donc on a essayé de mettre en place plein de petites actions. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est pour le sujet un peu macro, tout ce qui est recrutement en fil rouge, ça c'est en place. On a déjà là lancé plusieurs offres pour des personnes qui devraient rejoindre l'équipe dans les prochaines semaines, donc ça devrait soulager l'équipe, décaler les onboarding. Donc ça c'est des actions pour vraiment faire de la correction au niveau macro. Mais au niveau micro en fait, donc c'est-à-dire vraiment pilotage très très granulaire, on a aussi tout un tas de petites actions. Déjà on a des weekly d'équipe, donc le lundi, on demande aux équipes de partager en gros leur emploi du temps sur la semaine pour savoir s'il y en a qui sont plus ou moins chargés. Donc elles doivent évaluer la charge de travail. Et si on voit qu'une personne va être surchargée, dans ce cas-là, on fait en sorte de réattribuer les projets, de décaler des choses pour justement la soulager. Deuxième chose qu'on a fait, c'est pendant les one-to-one, donc ça c'est les one-to-one avec les managers qui ont lieu toutes les semaines, on a mis en place un petit système de notation, c'est une flamme, deux flammes, trois flammes. Donc 3 flammes ça veut dire qu'on est sous l'eau, 2 flammes ça veut dire que c'est intense mais ça va, et une flamme ça veut dire que c'est chill. Et donc dès qu'on voit qu'il y a un 3 flammes, immédiatement on dit ok qu'est-ce qu'il y a et on essaie de traiter le truc. Et quand on voit surtout que c'est régulier, et là ça devient un sujet sur lequel on se penche vraiment et on essaye de mettre en place des actions un peu plus larges. Typiquement décaler un compte, le passer à quelqu'un d'autre, déprioriser un autre projet, ce genre de choses. Et au niveau quotidien, on a un petit outil dans Slack qui s'appelle Geekbot, dans lequel on demande désormais en gros le niveau de charge de la personne estimé sur la journée. Et si on voit, on a un daily stand-up donc avec l'équipe, c'est un petit meeting de 15 minutes où toute l'équipe se voit. Donc chaque équipe le fait dans ses business units respectives. Si on voit qu'il y a une personne en amont qui a répondu au Geekbot en disant qu'il ou elle va aller sous l'eau, dans ce cas-là, on va s'arranger pour justement répartir la charge un peu mieux entre les équipes. Donc ça permet de temporiser un petit peu. Bien évidemment, ça résout pas le problème de fond, mais la bonne nouvelle c'est que l'équipe elle est soudée, elle sait qu'on prend ce sujet à cœur, elle sait que on a envie que ça s'améliore et que surtout on a mis en place des actions et que c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et donc on a bon espoir que ça aille mieux dans les prochaines semaines et prochains mois et qu'on arrive à continuer à croître sans pour autant tirer trop sur la corde. Et donc pour clôturer avec le bilan de Q1, puisque c'est ce que vous attendez tous, la bonne nouvelle c'est qu'on a explosé nos targets puisque on a passé la barre des 200 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Oui, 200 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, c'est un très bel achievement. Et en termes de chiffres, en gros sur Q1, on fait à peu près 524 000 euros de chiffre d'affaires, donc un peu plus d'un demi-million. On a un EBITDA qui est proche des 34%, j'ai pas la lecture comptable exacte, mais ce qui est plutôt solide en termes de performance financière. On a une croissance sur le trimestre 1 versus le trimestre 1 de l'année dernière qui est de 118%, donc ça veut dire plus de x2, x2,2. Et à date, du coup, la target pour 2025 elle est fixée à 3 millions, donc ce qui représente plus
214% versus l'année dernière. Et donc pour l'instant on est on track, hein, on va voir comment ça se passe sur Q2. Côté highlight, donc les choses positives, on a fait une pointe avec le studio à 75 000 € de chiffre d'affaires mensuel, donc ça c'est vraiment cool et bravo à toute l'équipe parce que franchement solide. L'acquisition, comme je vous disais tout à l'heure, ça se porte très bien. On a gagné pas mal d'appels d'offres sur des gros volumes de dépenses, donc ce qui impacte le panier moyen. On est aussi régulièrement sollicité sur des appels d'offres pour des marques qui dépensent entre 1 à 2 millions voire plus de budget publicitaire. Donc ça c'est assez cool parce qu'on commence à vraiment aller chercher du très très lourd en termes de clientèle. Ce que j'observe aussi, c'est que Rhodes, c'est plus la petite agence que les gens envisagent parce qu'ils ont envie de tester et que ça a l'air cool. C'est devenu vraiment une référence, ou en tout cas c'est en train de devenir une référence sur son marché. Et donc le retour qu'on a, c'est que maintenant on est un safe bet. Avant on se prenait un peu des réflexions du style ah mais vous êtes encore un petit, ça fait pas très longtemps que vous existez, ah mais vous n'avez pas encore de grosses références, etc. Aujourd'hui toutes ces objections elles marchent plus parce qu'on va bientôt être 30. On fait quand même pas mal de chiffre d'affaires, cette année on va faire quasiment 3 millions. On a des très jolies références, etc. Donc ce qui nous positionne en tant qu'agence à la table des agences indépendantes qui sont solides. Et donc ça nous permet aussi ne serait-ce qu'être sollicité dans les appels d'offres, ce qui n'était pas le cas avant parce que c'est difficile de présenter ça à son boss quand tu dis bah regarde cette agence, ça fait qu'un an qu'ils existent mais ils ont l'air cool. Pari risqué, globalement, même moi à leur place je n'irai pas. Toujours dans les points positifs, notre NPS est resté sur le trimestre au-dessus de 90, on a 91, donc ça c'est vraiment très très bon. Et en termes de turnover, malgré le fait que les équipes sont un petit peu sous l'eau ou étaient sous l'eau sur le trimestre écoulé, eh bien on est toujours à 0%, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont rentrées chez Rhodes sont toujours chez Rhodes aujourd'hui. Voilà, en termes de petites anecdotes, on a 2 clients qui sont passés sur Qui veut être mon associé, on en a un autre qu'on a onboardé récemment qui devait passer sur Qui veut être mon associé mais qui malheureusement a été déprogrammé, on pense à eux et on est en train de mettre toutes les actions possibles en place pour compenser évidemment ce manque à gagner. Et côté un peu moins bonne nouvelle, donc les lowlights, notre INPS est descendu à 85, donc ça me fait particulièrement chier, mais on le sait à quoi c'est dû, hein, c'est la charge de travail, et j'apprécie l'honnêteté de l'équipe qui nous dit directement quand ça va pas, enfin ils mentent pas en fait sur leur expérience chez Rhodes. À 85 ça reste bien, mais moi je visais plus 90 ou 95. On a encore du retard du coup sur le recrutement, ça je l'ai précisé tout à l'heure, hein, ça prend énormément de temps, et surtout on a quand même une nouvelle vague de churn qui arrive, qui est un peu le reliquat de l'année dernière, des anciens petits clients ou clients moyens qui avaient un potentiel de rétention qui est plus faible. Donc il y en a pas mal qui partent, mais ils sont compensés très largement par les nouveaux clients qui arrivent. Après c'est le jeu en agence, on sait très bien que le churn ça fait partie, c'est structurel, donc il faut juste l'accepter que quand on accélère, on a toujours du vent de face qui nous ralentit, c'est comme ça, c'est la vie. À fin Q2, on a pour objectif de passer la barre des 250 000 € de chiffre d'affaires mensuel, donc on espère faire ça sur le mois de juin. Et du coup, je vous dis rendez-vous dans 3 mois pour savoir si on l'a fait. C'était Étienne pour le rendez-vous du SMMA. Ciao.